Biocontrôle et chimie sont des domaines que l'on voit souvent opposés lorsqu'il s'agit d'agriculture et de protection contre les organismes nuisibles. Or, cette opposition, qui est une opposition d'école, si j'ose dire, ne fonctionne pas sur le terrain où bien souvent les gens recherchent une complémentarité plutôt qu'une opposition. Alors pourquoi biocontrôle et chimie sont-ils utilisables pour la protection des plantes? Quel que soit le système de culture que l'on pratique, que l'on soit en conventionnel, en bio ou dans d'autres systèmes, le problème de la protection de la culture contre les organismes nuisibles est un problème très important. Si l'on regarde comment se présentent les choses au niveau mondial, les études les plus récentes datent de 2006, sont des études faites en Allemagne par l'université de Hanovre, c'est Oerke et ses collaborateurs. Si l'on reprend simplement les principales cultures que je vous ai mis sur l'écran, on se rend compte que le niveau des pertes sans protection des cultures est estimé par les chercheurs à un niveau qui est généralement supérieur à 50%. Donc c'est quelque chose dont tous les agriculteurs sont bien obligés de se préoccuper. En revanche, dans l'état actuel de la protection des plantes, ou en tout cas telle qu'elle était la protection des plantes pratiquée au niveau mondial en 2006, les chercheurs estimaient qu'on arrivait à ramener à des niveaux de 20 à 30% le niveau des pertes, ce qui est en soi un bénéfice considérable, mais qui laisse encore de la marge. Alors les questions de protection des cultures dans notre avenir sont appelées à se multiplier. Tous les systèmes de culture utilisent des moyens variés pour se prémunir, mais en arrière-plan, tout le monde sait bien que la demande alimentaire progresse au niveau mondial, ce de façon constante, alors que la surface des sols disponibles régresse, d'une part face à l'urbanisation, par exemple chez nous, et un petit peu partout, et en particulier dans les pays du Sud, par dégradation due à l'érosion, la salinisation ou à la dégradation des taux de matière organique. En fonction de ces constantes-là, nous avons le développement des échanges commerciaux. Nous verrons à l'avenir ce que devient le commerce mondial, mais ces échanges commerciaux introduisent un nombre croissant d'organismes potentiellement nuisibles. Cela a été évalué, mesuré à différentes reprises, donc ce qui veut dire que protection des cultures, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est quelque chose qui a énormément d'avenir. Les gens seront toujours appelés à se mobiliser là-dessus. Alors, la protection des plantes, idéalement, il faudrait qu'elle puisse faire appel à des moyens respectueux de l'homme et de son environnement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, on a développé chez nous des concepts tels que l'agriculture écologiquement intensive. Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'agroécologie. Ce sont des orientations qui ont été proposées et autour desquelles on cherche à organiser le système de production alimentaire. Alors, ce système-là, en matière de protection, fait appel assez largement à des moyens inspirés de la nature dont on essaie de faire en sorte que l'utilisation soit moins perturbante du milieu et de la santé des personnes que les méthodes anciennes les plus couramment utilisées. Alors le biocontrôle s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Cela étant, la notion de biocontrôle, elle est très différente d'une personne à l'autre, d'un milieu à l'autre, nous allons le voir rapidement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que en Europe, comment fait-on aujourd'hui pour protéger ces cultures? Si on prend une culture semée, on aurait pu prendre la vigne ou le pommier, mais j'ai pris une culture semée, mais disons les réflexions sont du même ordre. Avant le semis, l'agriculteur prend, pour protéger sa culture, des mesures d'ordre général. Ces mesures, c'est le choix des espèces en fonction du milieu, c'est l'élaboration des rotations, c'est l'option labour ou non-labour, c'est le drainage ou pas de drainage, c'est le choix des variétés, etc. Ce sont des mesures d'ordre général. On essaie de faire en sorte que la culture se trouve dans un milieu où les nuisibles n'exercent pas une trop forte pression. Ensuite, on utilise aussi des mesures préventives avant semis pour que le bioagresseur soit mis dans des conditions où il ait plus de mal à s'exprimer. C'est-à-dire on essaie de réduire les inoculums, par exemple, par rapport aux maladies cryptogamiques. On pratique l'application d'herbicides de préémergence, parce qu'on sait que de toute manière, la culture risque d'être envahie, donc on fait des herbicides en préémergence.
on pratique le traitement de semences, le faux semis, etc. Tout ça, c'est avant le semis. On essaie de se prémunir pour que la culture se porte bien. Ensuite, lorsque la culture se développe, eh bien, parfois l'intervention est nécessaire. Et dans ce cas-là, les agriculteurs utilisent 3 groupes de procédés. Des procédés physiques, le plus classique, c'est le sarclage mécanique contre les adventices. Utilisent aussi des procédés biologiques lorsqu'ils en disposent. C'est le cas de la confusion sexuelle ou des lâchers d'auxiliaires que l'on peut pratiquer sur certaines cultures contre certains parasites. Et ce sont des procédés chimiques. Mais encore une fois, les agriculteurs jonglent avec cette palette-là et ne sont pas soit tout en procédé physique, ça ne suffit pas, soit tout en procédé biologique, ça ne suffit pas toujours, soit en procédé chimique, on essaie de faire en sorte de ne pas mettre trop de chimie et d'utiliser aussi les autres moyens. Donc tous les agriculteurs raisonnent de cette manière-là, en mettant l'ampérage plus ou moins fort sur certaines de ces moyens. Alors le biocontrôle tel qu'il a été défini en France, il a été défini dans le Code rural. Vous pouvez trouver ce texte assez facilement. On le définit chez nous comme des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Et ça comprend 4 catégories. Des macro-organismes, en fait des insectes auxiliaires pour faire simple, des produits phytopharmaceutiques qui comprennent soit des micro-organismes, des bactéries ou des virus par exemple, des médiateurs chimiques, des phéromones par exemple d'insectes pour perturber la relation entre les mâles et les femelles, des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Alors, ces 4 catégories, suivant les pays, les régions du monde, on parle toujours de biocontrôle, mais on ne met pas toujours là-dedans ce que nous y mettons en France. Alors, pour nous, le mot biocontrôle, ce n'est pas les Français qui l'ont inventé, ce sont les Américains. Et donc, ce terme de contrôle biologique en anglais est utilisé selon des définitions variées. Alors, lorsqu'on parle de biocontrôle, par exemple, vous avez les techniciens de la protection intégrée, c'est le club Adalia chez nous, qui disent le biocontrôle, c'est l'ensemble des méthodes de protection des végétaux qui utilisent des mécanismes naturels, qui visent à la protection des plantes en privilégiant l'utilisation de mécanismes d'interaction qui régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel. C'est une vision qui me paraît assez juste d'ailleurs. Vous avez la vision telle qu'elle existe aux États-Unis. On parle de biopesticides. Et là-dedans, on y met tout un tas de choses. On y met soit par exemple, les protéines insecticides du Bacillus thuringiensis sont là-dedans. On y met les phéromones, mais on y met aussi des gènes de résistance qui amènent à définir certaines cultures comme étant des plantes génétiquement modifiées. Donc, si vous voulez, c'est une notion de biocontrôle qui est assez radicalement différente de la nôtre, mais malheureusement, c'est le même terme qui est utilisé. Alors, le groupe de travail de l'Académie d'agriculture qui s'est penché là-dessus, voici quelques années, a essayé de définir le biocontrôle en essayant de coller au plus près de la racine du mot. Et ce biocontrôle en protection des cultures, nous l'avons défini comme étant l'emploi en défense des cultures d'agents vivants ou issus du vivant. Biocontrôle. Agents vivants ou issus du vivant, c'est-à-dire que nous avons intégré dans cette notion-là la notion de résistance variétale sur laquelle l'agriculteur peut jouer. Une variété, c'est vivant, et suivant ses caractéristiques génétiques, on peut utiliser telle variété ou telle autre. C'est un moyen d'action. On y a mis les substances élicitrices. Alors, ce sont les substances chimiques qui sont fabriquées par les plantes en réaction à une agression extérieure. Nous y avons mis la lutte au tocide, qui n'est pas pratiquée chez nous, mais qui est pratiquée aux États-Unis et au Canada. C'est-à-dire on stérilise des mâles de certains insectes que l'on veut éliminer du milieu, et on les relâche ensuite, ce qui fait qu'il n'y a pas de reproduction et que la population du ravageur visé décroît. On y a mis aussi d'autres catégories, mais très mineures, mais par contre, ça exclut les substances minérales, qui ne sont pas vivantes ou issues du vivant, mais qui sont des produits, bien sûr, utilisables dans d'autres systèmes. Alors aujourd'hui, les produits de biocontrôle utilisés en France,
Vous en avez la liste sous vos yeux. Alors, ce sont d'abord des micro-organismes, bactéries, levures, virus. Il y a 34 espèces qui sont autorisées et plus de 100 produits commerciaux qui sont disponibles à la vente. Le plus célèbre, c'est le fameux Bacillus thuringiensis, une bactérie insecticide. Vous avez des substances naturelles. Alors, il y en a 39 qui sont autorisées à la vente. Alors, il y a de tout là-dedans, des fongicides, des insecticides, des molluscicides. La plus commune étant le soufre, nous en reparlerons, qui est un fongicide et un acaricide connu de longue date. Il y a des phéromones de lépidoptère. Alors là, avec des dosages savants suivant les produits, 57 spécialités disponibles, c'est pas mal. Donc on les utilise pour faire de la confusion sexuelle. Je vous en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Il y a des pièges à insectes qui sont tous appâtés avec un produit de synthèse, mais le produit reste dans les pièges. Et il y a des macro-organismes. Alors les macro-organismes, ce sont là les auxiliaires, les fameux auxiliaires des cultures. 67 espèces d'auxiliaires sont vendues isolément et plus de 170 spécialités sont sur le marché. Alors la plus commune, il y en a beaucoup utilisées sous abri, nous y reviendrons aussi. La plus commune, c'est le trichogramme du maïs, Trichogramma brassicae, qui est utilisé contre la pyrale sur une bonne partie de la surface des maïs en France. Alors, quelques remarques quand même. Le biocontrôle en lui-même, quelle que soit sa définition, n'exclut pas la synthèse chimique. C'est-à-dire, on utilise la synthèse chimique pour fabriquer des substances de biocontrôle qui existent dans la nature, mais que l'on ne saurait pas extraire économiquement du milieu naturel. Les médiateurs chimiques, c'est évident. Vous avez des substances, je vous ai mis l'acylindole butyrique, donc c'est une hormone, qui existe naturellement dans les végétaux, mais on est incapable de l'introduire, de la produire économiquement à partir des végétaux. Donc on la fabrique par synthèse à l'identique et on l'utilise pour le biocontrôle. Vous avez aussi certains produits de biocontrôle, c'est la seconde remarque, qui sont utilisés de longue date, de très longue date même, et que l'on a souvent catégorisé parmi les pesticides, c'est-à-dire il y a toujours ce côté négatif. On dit c'est un pesticide donc c'est dangereux, ouais d'accord, c'est des pesticides il y a 5 ans, aujourd'hui on dit c'est un produit de biocontrôle, c'est le même. Donc vous avez là-dedans le soufre, bien sûr, l'huile de paraffine qu'on utilise depuis plus d'un siècle, sur les bananiers par exemple, sur les betteraves. Vous avez les pyrétrines. Les pyrétrines, on s'en sert aussi depuis fort longtemps. Et une remarque que je voudrais faire, la dernière, mais elle est importante, c'est que l'emploi des produits de biocontrôle s'inscrit totalement dans la protection intégrée des cultures, c'est-à-dire l'Europe ne fait pas obligation d'utiliser le biocontrôle. Par contre, l'Europe fait obligation aux pays de favoriser l'émergence de la protection intégrée, et le biocontrôle s'inscrit parfaitement dans cet objectif européen qui est devenu une règle. Alors en France, ce que représente le biocontrôle, c'est 9% environ du marché de la protection des plantes, en croissance rapide, voisine de 20% par an, donc ça va assez vite, avec une dominante écrasante des substances naturelles, qui représentent l'essentiel du chiffre d'affaires, devant les médiateurs chimiques et les macro-organismes. Les micro-organismes ne représentent que 7%, et ces 7%, c'est essentiellement du Bacillus thuringiensis. Alors, les principaux produits utilisés, c'est de très loin le soufre, devant l'huile de paraffine et le virus de la granulose qu'on utilise dans les vergers pour lutter contre le carpocaps, le ver des pommes. Alors, pour comprendre l'évolution de la pharmacopée, il faut savoir que, quel que soit le produit de protection des plantes, qu'il soit biocontrôle ou conventionnel, depuis 1943, ces produits-là sont autorisés à la vente après un examen officiel préalable. Si l'ensemble des éléments que réunit l'État montre qu'il peut y avoir des risques inacceptables, le produit n'ira jamais sur le marché. Et par contre, si le produit paraît acceptable, eu égard à l'ensemble des données dont on dispose, il bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, une AMM, sans laquelle il n'y a pas d'utilisation possible. Alors cette réglementation de 1943 a été amendée à de multiples reprises, toujours dans le même sens, augmentation des exigences toxicologiques et écotoxicologiques. Donc lorsqu'on regarde sur un recul de 30 ou 40 ans l'évolution de la pharmacopée,
on voit que globalement, la toxicité des produits a bien diminué et l'écotoxicité, autant qu'on puisse mesurer de très nombreux paramètres, s'est beaucoup améliorée aussi. Cette évolution s'est faite en parallèle grâce à des réseaux officiels d'essais comparatifs qui étaient souvent basés uniquement sur de l'efficacité. Ces essais comparatifs faisaient qu'on examinait les produits plusieurs années consécutivement. Les produits qui étaient autorisés à la vente mais insuffisants étaient retirés. Donc cet écrémage a permis à la fois de gagner en sécurité et de gagner en efficacité. Alors, suite à l'harmonisation européenne de 91, beaucoup de produits traditionnels, classiques, nés avant 1990 ont disparu, ce qui a diminué fortement le nombre de solutions disponibles. Et malheureusement, les essais comparatifs officiels que l'on faisait autrefois ont été arrêtés. Donc, pour les produits de biocontrôle, les données d'efficacité disponibles pour l'agriculteur sont encore relativement peu nombreuses, et c'est là un des éléments du problème. Si vous regardez la pharmacopée française à l'heure actuelle, son évolution de 1970 à aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que les substances minérales ou organométalliques ont eu tendance à diminuer légèrement, parce que certaines étaient peu acceptables. En 1970, on avait encore de l'arsenic à la vente, donc tout cela a disparu, bien sûr. On a toujours un petit nombre d'huiles fossiles ou végétales à la vente, elles sont souvent fossiles, mais parfois aussi c'est de l'huile de colza, par exemple, huile végétale. Vous avez des substances naturelles dont le nombre a beaucoup augmenté du fait de la nouvelle réglementation et de l'apparition de la catégorie biocontrôle. Des produits que l'on n'utilisait pas en conventionnel et qui avaient été utilisés il y a déjà fort longtemps ont retrouvé une place dans la pharmacopée, donc on les a inscrites. Parmi les molécules produites par synthèse, ce qu'on appelle les produits chimiques, eh bien, vous avez un nombre de produits issus de synthèse classique qui est quand même sensiblement décru. C'est-à-dire, on avait plus de 300 substances dans les années 90. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt au niveau de 200. Au niveau des mimétiques de substances naturelles, le prototype sont les pyréthrinoïdes, ou vous avez aussi les phytohormones pour le désherbage. Ces produits-là se maintiennent assez bien. Ce sont des substances qui ne sont pas des substances naturelles, mais qui sont très voisines de substances naturelles dont elles miment en quelque sorte les propriétés. Vous avez très peu de molécules obtenues par fermentation. Les anciennes ont déjà disparu. Bon, il y en a de nouvelles, mais ça reste assez mineur. Et enfin, vous avez une explosion, mais ça c'est un effet réglementaire, des micro-organismes et des macro-organismes. Les macro-organismes autrefois n'étaient pas classés avec des dossiers d'homologation standards. Aujourd'hui, je veux dire, on sait mieux faire avec les macro-organismes, mais aussi on les inscrit. Donc vous avez une catégorie qui explose, et vous le voyez très bien, ce sont les organismes vivants qui contribuent le plus à l'augmentation numérique des solutions autorisées. Alors, quelques conséquences quand même sur les évolutions récentes. Le développement du biocontrôle n'a pas eu beaucoup d'incidence pour l'instant sur la réduction d'emploi des produits de protection des plantes. En revanche, l'élimination de molécules anciennes, souvent obtenues par synthèse, a eu un effet dommageable pour un certain nombre de productions qui se trouvent en situation d'impasse pour certains usages. Aujourd'hui, pour lutter contre la mouche de la cerise, on est plutôt démunis. Lutter contre une hématode de la carotte, c'est pareil. Quant à la mouche de l'olive, je crois qu'il ne reste guère que le kaolin, qui marche relativement, dont les propriétés insecticides sont quand même assez limitées, et ce qui pose des problèmes aux producteurs. Nous avons aussi, du fait de rétrécissement de la pharmacopée, un risque accru de résistance. C'est notamment vrai pour les herbicides, mais c'est aussi manifeste pour les pucerons, où sur certaines cultures comme la betterave, il ne restait qu'un produit efficace il y a 2 ans. Un seul produit et enfin une efficacité limitée. Il marchait pendant une quinzaine de jours, ce qui était pas mal, mais il n'allait pas au-delà. Et enfin, un problème important, c'est que malgré l'harmonisation européenne, de nouvelles distorsions sont apparues entre réglementations nationales, ce qui fait que parfois on a des problèmes assez compliqués à gérer.
Alors, par rapport à cet état des lieux, est-ce qu'on peut parler de concurrence entre biocontrôle et produits de synthèse ou de complémentarité? Aujourd'hui, qui utilise le biocontrôle? Le biocontrôle est d'abord manifestement, massivement utilisé pour les cultures sous abri. Aujourd'hui, on est capable de produire des tomates sans aucun produit de synthèse, essentiellement en utilisant des moyens physiques, des paramètres climatiques, en jouant sur l'hygrométrie, et en utilisant des macro-organismes que l'on lâche pour lutter contre les pucerons ou contre les aleurodes, par exemple. Donc le biocontrôle sous abri est un véritable succès. Nous avons des avancées dans les vergers et le vignoble. Alors je mets le soufre de côté puisqu'il est massivement utilisé, mais nous avons par exemple une percée dans les vergers et dans la vigne des médiateurs chimiques. Aujourd'hui, certains insectes qui attaquent le raisin ou les pommes sont maîtrisés sans traitement, uniquement par emploi de médiateurs chimiques. Donc nous avons enfin une bonne progression dans les jardins et les espaces verts. En revanche, nous avons une progression qui est lente, voire très lente en grande culture. Cela est lié au fait qu'il n'y a pas de solution, ou très peu, quasi-absence de solution herbicide relevant du biocontrôle, mais il y a malgré tout quelques réussites en grande culture, les trichogrammes du maïs dont on parlait tout à l'heure, ou le phosphate ferrique contre les limaces. Alors les agriculteurs, comment voient-ils le contexte? Eh bien, c'est assez balancé. C'est-à-dire, lorsqu'on leur parle de solutions de biocontrôle, ils savent que cela permet, en théorie, de réduire l'utilisation des produits chimiques. Ils sont assez conscients du fait que les produits de biocontrôle ont un profil environnemental qui permet de ménager le milieu mieux que des produits standards. Ils pensent que c'est beaucoup mieux dans le sens de la santé de l'applicateur et de la durabilité du système d'exploitation. Cela, ils en sont tout à fait conscients. En revanche, ils craignent de ne pas avoir l'efficacité qu'ils recherchent parce qu'ils n'ont de ce côté-là que des garanties relativement minces. Ils trouvent que ces produits coûtent encore relativement cher et ils souhaiteraient énormément de formation pour accompagner leur emploi. Donc vous voyez que globalement, l'image des agriculteurs par rapport au biocontrôle est globalement positive, qu'il existe un grand nombre de déclarations convergentes qui permettent d'augurer de leur engagement. En revanche, il existe une réserve réelle qui est liée d'incertitudes majeures qui demanderaient à être levées. Alors le biocontrôle a des atouts pour son développement, c'est très clair. Les produits du biocontrôle en matière de toxicologie et d'environnement sont des produits qui sont plus doux que la moyenne. Ils évoluent dans un contexte social et politique qui est positif. L'État leur a accordé des avantages substantiels pour faciliter leur développement. Nous avons un grand nombre de startups qui sont engagées sur le sujet avec beaucoup de créativité et les grands groupes internationaux ont mis aussi énormément d'argent sur le biocontrôle. Donc, globalement, tout le monde joue le jeu. Il existe aussi des potentiels très prometteurs autour de la semence, notamment en utilisant des bactéries pour essayer de limiter les traitements de semences et avoir des effets positifs sur les semis, éviter les dégradations cryptogamiques par exemple. Et les agriculteurs restent demandeurs de solutions efficaces. Donc, toute percée dans ce domaine du biocontrôle serait quand même très bien reçue. Alors, il existe aussi des freins à l'extension du biocontrôle, c'est-à-dire, malgré le nombre de solutions, on l'a vu tout à l'heure, qui sont apparues sur le marché, le biocontrôle s'adresse prioritairement à des marchés de niche, c'est-à-dire des marchés qui sont exigus, qui ne peuvent supporter des frais de mise en marché très élevés, comme ceux qui sont appliqués ordinairement aux produits de synthèse. Nous avons un certain nombre d'absences de solutions, je l'ai dit au niveau des herbicides. Nous avons peu de solutions pour les grandes cultures, et nous avons surtout, c'est ce que je ressens, une grande prudence, voire un scepticisme de la part des utilisateurs. Alors l'efficacité des produits biocontrôle est souvent inférieure à celle des produits conventionnels. C'est assez clair dans certains domaines, notamment la substance naturelle par exemple. Nous avons une carence ordinaire, ça je trouve que ça manque énormément, d'essais comparatifs et de références chiffrées qui sont rendues publiques.
Il est important de savoir, lorsqu'on utilise un produit, s'il a un potentiel d'efficacité de 80% ou de 40%. Ce qui ne veut pas dire qu'à 40%, il ne sera pas utilisé. Mais c'est un point qui est quand même important, cette carence d'informations, d'essais comparatifs. Et les gens sont d'autant plus méfiants que par rapport à certains dossiers anciens, il y a eu des surpromesses, c'est-à-dire on a annoncé des produits qui allaient tout résoudre et qui manifestement n'ont pas réussi. Donc je passe sur les obstacles psychologiques qui sont un peu passéistes et qu'on devrait pouvoir lever. Il y a la crainte des surcoûts. Il y a cette perception constante d'une prise de risque, c'est-à-dire l'agriculteur, par nature, est ennemi du risque, c'est-à-dire lorsque vous misez toute votre saison et l'avenir de votre famille sur 2 ou 3 cultures, vous n'êtes pas prêt à prendre de risques pour faire plaisir à qui que ce soit, pour quelque chose qui pourrait mettre en péril l'activité en question. Le biocontrôle ne garantit pas quant au risque d'apparition des résistances. On a vu des résistances apparaître lorsque le biocontrôle était utilisé comme certains produits chimiques l'ont été autrefois, de manière systématique et unique. Donc on a eu des résistances et on est arrivé à les résoudre provisoirement. On a des positionnements techniques assez délicats et aussi actuellement, mais ça c'est conjoncturel, un contexte économique qui est assez médiocre en agriculture, qui n'est pas très propice à la prise de risque. Pour conclure, je dirais volontiers que dans l'état actuel, la protection des cultures est toujours demanderesse de solutions nouvelles, quelle que soit leur origine. Si on trouve de bonnes solutions dans la chimie de synthèse classique, les agriculteurs iront vers ces solutions. Si elles viennent du biocontrôle, ils iront vers ces solutions de biocontrôle. Ensuite, le fait que l'on soit dans ce domaine de protection intégrée, obligatoire si j'ose dire au niveau européen, cette combinaison de moyens qui est la racine de la protection intégrée, ça c'est incontournable. On peut discuter biocontrôle, chimie de synthèse, protection intégrée, on ne peut pas discuter. Or la protection intégrée inclut l'ensemble des outils de la palette qui sont utilisables pour protéger les cultures et elle recommande bien sûr la mise en œuvre des moyens naturels en premier, mais tout reste utilisable dans la mesure où c'est justifiable. Au plan scientifique, j'estime que opposer chimie de synthèse et produits naturels, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire, on connaît des produits qui étaient de très beaux produits de biocontrôle, à une époque où le terme n'existait pas, et qui ont été retirés du marché parce qu'ils ne satisfaisaient pas à des exigences toxicologiques, par exemple. Donc, au plan scientifique, opposer les deux n'a pas de sens. Et je pense qu'il reste à souhaiter que dans l'évolution future, les caractéristiques globales des systèmes de protection, toxicité, environnement, économie, soient effectivement priorisées pour guider l'évolution d'une manière objective, d'une manière démontrable, plutôt que de se livrer à des campagnes de dénigrement et de fake news, comme on le voit trop souvent actuellement. Donc, chimie de synthèse et biocontrôle, à mon sens, sont parfaitement compatibles et doivent être utilisés de manière intelligente parce qu'il existe une véritable complémentarité entre ces deux types d'approches. Je vous remercie pour votre attention.